On va parler de protection des majeurs. Donc, juste 2 mots pour vous dire que je m'appelle Dominique Dubois, je suis juriste et je suis conseillère technique au CREAI Bourgogne-Franche-Comté, donc le Centre régional d'études d'action et d'information en faveur des situations de vulnérabilité, association à laquelle les Papillons Blancs Bourgogne du Sud contribuent, et c'est pour ça que je suis parmi vous aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique des mesures de protection, mais c'est quand même important que vous ayez à l'esprit qu'on est passé dans le Code civil de 1804 aux interdits. C'est-à-dire que les interdits, c'était des gens qui ne pouvaient rien faire du tout. À titre de comparaison, les autres interdits, c'était les bagnards qui revenaient du bagne. Donc, vous voyez à quel niveau on mettait les personnes. Alors, on disait pour les personnes en état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur. On est en 1804. En 1838, il y a une loi qui est adoptée qui crée les asiles d'aliénés. Donc pour les personnes, à l'époque on ne disait pas encore avec des troubles psychiatriques, mais quand on rentre dans un asile d'aliénés, on devient également interdit. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'asile, on n'a plus rien le droit de faire. Si un jour on en sort, parce qu'à l'époque on n'en sortait quand même pas beaucoup, on retrouve ses droits. Et ce régime, donc, qui est fait au départ uniquement pour les personnes qui sont en hôpital psychiatrique, elle va perdurer, donc on est en 1838, jusqu'en 1968. Donc 1968, c'est quand même pas si loin que ça. Et en 1968, il y a une grande réforme en la matière et on a la création du régime des incapables majeurs, avec 3 régimes qui existent, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Mais vous entendez bien, on parle d'incapables majeurs. Et les mots ont quand même un sens. Et jusqu'en 2007, donc là c'est quand même tout proche de nous, 2007, on parlait d'incapables majeurs. Vous sentez bien alors on parle en termes de quelqu'un qui n'a pas la capacité juridique. Mais le terme d'incapable, si on vous traite d'incapable, c'est pas quand même hyper agréable. Donc depuis 2007, on parle de majeur protégé. Et c'est quand même nettement mieux, vous avouerez, de dire qu'on a un majeur protégé plutôt que de dire qu'on a un incapable majeur. Au-delà de avec cette évolution et avec les évolutions de la société, on va avoir une difficulté à concilier des logiques potentiellement contradictoire entre la volonté de protéger la personne et d'autre part la volonté d'accompagner son autonomie. Je vous ai dit 2007, il y a eu la loi de 2002 peu de temps avant, il y a eu la loi de 2005 sur le handicap. On est quand même aujourd'hui beaucoup sur comment on accompagne l'autonomie des personnes en situation de vulnérabilité. Et donc, on va se retrouver avec, d'un côté, on veut les protéger, mais d'autre côté, il ne faut pas faire tout à leur place. Il y a eu plusieurs rapports après la loi de 2007 et notamment il y a eu un rapport de l'ONU qui est sorti en 2014 et qui dit qu'on devrait passer d'un système de décision substitutive qui est le régime. Je vous vois prendre des photos, vous aurez mon diaporama. Donc vous l'aurez sur support informatique. Donc voilà. Passer d'un régime de décision substitutive, je le dis tout de suite, le système substitutif, c'est la tutelle, où on agit à la place de la personne, par représentation. Le régime de décision accompagnée, c'est la curatelle, où on agit ensemble. Et c'est pas du tout pareil, on assiste la personne. Donc, curatelle, on agit à sa place, tutelle, on agit avec elle. Et donc, l'ONU, c'est le contraire. C'était pour voir si vous étiez endormis. Ça va, vous êtes bien réveillés. Donc l'idée de passer à un système unique de décision accompagnée pour l'ONU, c'est pour respecter les droits, la volonté, les préférences de la personne, y compris son droit de prendre des risques et de faire des erreurs. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, mais il y a plein de rapports qui l'ont dit. Il faut arrêter de dire que c'est parce que le majeur est protégé qu'on décide tout à sa place. La personne, elle a le droit de prendre ses propres décisions pour un certain nombre de choses, et elle a le droit, ce qui est compliqué d'entendre pour des parents,
c'est qu'elle a le droit de prendre des risques, elle a le droit de se tromper, comme tout un chacun. Mais ça, parfois, pour vous, c'est un peu compliqué, parce que vous êtes dans un présupposé de protection. Eh bien, c'est pas parce qu'une personne est en situation de handicap qu'elle n'a pas le droit de faire ses propres choix, y compris de faire des erreurs, de se tromper et d'échouer. Et après, on recommence. Alors après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Évidemment, on va voir comment on peut quand même un peu border cette autonomie et l'accompagner. Alors, je vais essayer de pas trop vous assommer avec les articles du Code civil, mais c'est quand même important de vous dire que tout ce que je vous raconte, c'est pas dans ma tête à moi de Dominique Dubois du Créail. Ce que je vous raconte, c'est le Code civil, ni plus ni moins. Donc c'est pas je me suis levée un matin, j'ai dit ça doit être comme ça. Non, c'est le Code civil qui dit que c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, l'article 425 du Code civil, il dit « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. » Alors, j'attire sur votre attention sur plusieurs points. D'abord, commencer par la fin, elle peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. C'est pas automatique. Deuxième point, c'est une altération médicalement constatée. Donc, on va revenir sur le certificat médical. Soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles. Mais pour les facultés corporelles, c'est qui empêche l'expression de la volonté. C'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on doit avoir une mesure de protection. On aura une mesure de protection seulement si on ne peut pas exprimer sa volonté, pas forcément verbalement, ça peut être avec d'autres moyens de communication. Alors, on va regarder si la mesure est nécessaire et si l'altération des facultés mentales ou corporelles donc, empêche la personne de défendre ses propres intérêts, que ce soit financiers, administratifs ou personnels. L'altération, elle doit être constatée par un certificat médical que vous connaissez, qui est le certificat qui coûte 192, alors on dit toujours c'est 160 €, mais c'est 160 € hors taxe, ce qui fait 192 € TTC, plus les frais de déplacement. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit « oui, mais on peut le faire venir ». Oui, mais quand vous le faites venir, il vous fait payer les frais de déplacement. Alors, c'est des médecins qui sont sur une liste établie par le procureur de la République. Alors, c'est pas forcément des psychiatres, ça peut être aussi des généralistes. Un petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas de formation obligatoire sur les mesures de protection. Et ça, c'est quand même un vrai manque, hein, parce que moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, j'en ai eu un en formation, et c'est la première fois en 15 ans de Créail que j'ai eu un médecin qui est venu se former, et il m'a dit les formulaires type qu'on m'a donné pour faire les certificats médicaux, il y avait encore la privation du droit de vote, alors qu'on va voir dans un instant que c'est plus possible. Donc ça prouve que c'est pas forcément à jour, hein, donc voilà, donc ça c'est un vrai problème. Je répondrai après. Enfin, je finis. Alors, on y reviendra après. C'est plus possible depuis 2019. En tout cas, ce qu'il y a de sûr sur le certificat médical, et ça c'est important. Je le dis notamment pour les assistantes sociales qui sont dans la salle, c'est possible de faire prendre en charge ce certificat soit par la MDPH au titre de la PCH, soit par l'aide juridictionnelle. Et donc, il faut évoquer l'article R93 du Code de procédure pénale. Et là, vous pouvez faire payer. Donc, vous êtes venu pour quelque chose. Aujourd'hui, déjà, vous allez économiser l'argent des certificats médicaux. Parce que 192 € pour une personne qui est en foyer, à qui il reste 300 € par mois pour vivre, c'est quand même une somme colossale. Donc, vraiment, et ça, c'est très peu connu, cette possibilité de prise en charge. Alors, avant, il faut faire la demande en amont, d'accord ? Parce que si vous faites après, c'est trop tard. Mais pour les prochains, vous pourrez le faire. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. Juste sur ces certificats médicaux, il y a plusieurs rapports qui sont venus dire qu'il faudrait une évaluation médico-sociale et pas uniquement médicale. Par exemple, si je parle de la privation du droit de vote, il faut qu'on m'explique en quoi un médecin est qualifié pour dire si on retire le droit de vote à une personne ou pas.
Qu'est-ce qui, dans les études de médecine, fait qu'on est qualifié pour savoir si on retire ou pas le droit de vote? Moi, j'ai peut-être raté un épisode sur la formation des médecins, et c'est vrai que la question de l'évaluation médico-sociale, elle aurait vraiment un sens. Sachant que, et je finirai là-dessus, les médecins, ils vont regarder, dans les questions, est-ce qu'il y a une chance d'évolution de la maladie? Si la personne a une trisomie 21, elle aura toute sa vie une trisomie 21. Sauf qu'elle peut évoluer et devenir plus autonome grâce au travail des établissements médico-sociaux, des éducateurs, etc. Vous avez vu, je fais un peu de... Et toute la question de la loi handicap, c'était de dire, le handicap, il peut évoluer. Et ce que dit la loi, c'est que la maladie, elle va pas évoluer, ou peu. Et si je prends le cas des maladies génétiques, vous voyez qu'une maladie génétique, on l'a. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas gagner en autonomie sur d'autres choses. Bref. Deuxième principe pour les mesures de protection, c'est le principe de subsidiarité. On va regarder s'il n'y a pas une autre mesure moins contraignante qui pourrait être adoptée. Donc, je vous ai fait 2 triangles. Vous avez les mesures de protection hors protection judiciaire et les mesures de protection judiciaire. Les mesures de protection judiciaire, c'est celles qui sont contrôlées par un juge. Les autres ne le sont pas. Mesures de protection hors protection judiciaire, il y a d'abord le mandat de protection future, qui est un moyen qui a été créé par la loi de 2007, qui nous permet d'organiser, pour quand on sera plus, nous, en mesure de prendre des décisions nous concernant, de dire qui nous représentera. Et donc ça, on le fait soit chez soi, holographe, comme pour le testament, c'est-à-dire écrit manuscritement. Mais comme pour le testament, l'avantage de le faire chez un notaire, c'est que c'est dans un registre. Et que du coup, le jour où il vous arrive quelque chose, on va regarder est-ce qu'il n'y a pas déjà un mandat de protection future. Et c'est également possible, je ne sais pas si j'aurai le temps à la fin d'en reparler, mais vous le retrouverez sur les dernières diapos, c'est aussi possible de faire un mandat de protection future pour autrui, c'est-à-dire pour vos propres enfants. Quand vous ne serez plus en mesure de vous occuper de vos propres enfants, vous pouvez faire un mandat de protection future pour vos enfants en situation de handicap. Et c'est possible aussi de le faire pour ces enfants mineurs, y compris hors situation de handicap. Si vous arrive quelque chose demain, que vous avez des enfants qui ont 10 ans, que vous voulez prévoir, souvent on me dit oui, par un marraine, c'est rien du tout. Hein. Le seul moyen de prévoir qui s'occupera de vos enfants mineurs, c'est de faire un mandat de protection future. Autre mesure moins contraignante, la procuration. Votre maman âgée, vous avez une procuration sur son compte en banque, elle garde sa carte bleue, son chéquier, etc. Mais c'est vous qui gérez les comptes, qui faites les virements, qui payez les factures, etc. Parce que, et si je prends le cas des personnes âgées, je ne sais pas s'il n'y a plus de service mandataire là, je ne sais pas s'il y a des services mandataires, ils vont hurler quand je vais dire ça, mais quand on ouvre la mesure, on prend le chéquier, la carte bleue, on fait un inventaire des biens. Donc, on ouvre tous vos placards et on vous fait signer un contrat obsèque. Alors, quand vous avez 80 ans et que d'un seul coup, on vous retire tout ça, vous imaginez que c'est quand même un peu raide. Je ferme la parenthèse. La procuration, elle pourrait servir dans bien des cas. Pas forcément dans le cas de vos enfants en situation de handicap. Aménagement du régime patrimonial, si vous avez un conjoint qui a des troubles cognitifs type Alzheimer, on peut modifier le régime matrimonial pour pouvoir faire plus de choses sans avoir l'accord du conjoint. Ce dont je voulais vous parler, et dont je vais vous parler un peu plus longuement tout de suite, dans un instant, c'est les MASP et les MAGE. Mesures d'accompagnement social personnalisées et mesures d'accompagnement judiciaire. Elles sont sous-utilisées, mais je pense que ça serait des bonnes mesures, notamment pour des jeunes en situation de handicap. Et enfin, l'habilitation familiale, dont je vous reparlerai un petit peu après. Sur les mesures de protection judiciaire, donc c'est le 2e étage de la fusée, la sauvegarde de justice, la curatelle simple ou renforcée et la tutelle. La MASP, elle date de 2007 et elle est sous-utilisée. C'est ce qu'on appelait avant les tutelles aux prestations sociales. Tutelle aux prestations sociales, c'est-à-dire que c'était une assistante sociale qui gérait les prestations sociales de la personne. Là, on peut avoir 2 types de MASP. Donc la MASP, c'est demandé par la personne elle-même. On va avoir soit une MASP où on va aider la personne
sur la gestion de son budget, lui expliquer comment on fait un budget, etc. Et on peut aussi avoir la possibilité de demander que les prestations soient payées, enfin soient versées à la personne qui exerce la MASP et que ces prestations sociales payent en priorité le loyer et les charges locatives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour moi, des jeunes qui sortent d'IME, le package de base pour les assistantes sociales d'IME, c'est la place dans un établissement adulte, la mesure de protection. Sauf qu'on pourrait essayer cette MASP pour commencer. Parce que la MASP, elle permet d'accompagner le jeune pour qu'il apprenne à faire un budget. Il y a une partie accompagnement social aussi, donc c'est fait par des AS de secteur, des assistantes sociales de secteur, donc du conseil départemental ou des conseillères en économie sociale et familiale. C'est 6 mois, 2 ans renouvelables, donc 4 ans maxi. Et souvent, ce qui fait peur aux parents, ils disent oui, mais s'il n'y a pas de mesure de protection, il va se retrouver à la rue parce qu'il ne va pas savoir payer ses charges et tout. Donc, vous voyez aussi que je parle pour des personnes qui sont en appartement, donc ça ne va pas être les personnes qui sont en masse ou en femme. Mais en tout cas, ça permettrait aux jeunes d'avoir une transition plus douce et de dire, avant de sortir l'artillerie lourde avec les tutelles et les curatelles, on pourrait peut-être commencer par faire une MASP, notamment une MASP avec paiement du loyer qui met quand même une ceinture de sécurité. Il n'y a pas tellement longtemps, je vous en reparlerai, mais je fais des formations à destination des majeurs protégés eux-mêmes, donc pas des familles des majeurs. Et il y avait une dame dont c'était la maman qui gérait l'argent et qui me disait, elle vieillit, mais je voudrais pas ouvrir une curatelle parce que j'ai peur de plus pouvoir rien faire. Et je lui disais, c'est elle qui m'a dit, la MASP, ça serait peut-être pas mal pour m'apprendre à comment on gère un budget, etc. Et au bout des 2 ans ou des 4 ans, si ça suffit pas, à ce moment-là, on pourra demander une mesure plus forte, type une curatelle. Mais c'est aussi, vous voyez, c'est l'idée de la graduation et pas de passer tout de suite à la mesure contraignante. Donc c'est le majeur qui continue à s'occuper seul de toutes ses affaires, qui prend seul ses décisions en matière de santé, etc. Et si donc il a besoin d'aide après, on peut faire une demande de protection plus forte. Alors, je l'ai déjà un petit peu dit, mais c'est pas parce qu'on est en situation de vulnérabilité, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'est plus un citoyen. Et les mesures de protection, elles sont ni automatiques ni magiques. Des fois, on me dit, s'il y a de l'addiction, on va mettre une mesure de protection. La mesure de protection, elle n'empêchera pas l'addiction de la personne. C'est pas le mandataire qui va aller surveiller que la personne... Alors on me dit, oui, mais on va lui couper les vivres. Oui, mais elle va aller se prostituer. Donc, vous voyez que c'est un autre problème. Et il faut pas non plus se dire que les mesures, elles vont tout résoudre. Et la personne qui exerce la mesure, que ce soit la famille ou un mandataire judiciaire, elle n'a pas tout pouvoir. Et elle doit notamment... respecter les droits fondamentaux et les libertés individuelles du majeur protégé. Et ça, c'est vraiment important de se dire, c'est pas parce qu'il y a un tuteur ou un curateur que c'est lui qui décide de tout, y compris dans le cas de la tutelle. Et ce que dit le rapport Caron d'Église, qui est un rapport qui a été fait par une magistrate de la Cour de cassation, qui est vraiment la grande spécialiste en France des mesures de protection, c'est qu'entre la protection de la volonté du majeur et la cessation d'un danger, il y a le droit au risque, mais c'est un équilibre précaire qui va être source de tension. Je prends un exemple loin de vous, mais qui vous parlera peut-être quand même. Vous avez une dame âgée qui habite à son domicile, chauffage au bois, sol en terre battue. La mairie dit c'est pas possible qu'elle continue à vivre dans ces conditions, il faut qu'elle rentre en EHPAD. Refus catégorique de la dame de rentrer en EHPAD. Ça s'entend qu'elle n'ait pas envie de quitter son domicile. Et c'est qu'est-ce qu'on va mettre autour comme étayage pour qu'il y ait quelqu'un qui passe, y compris pour remplir sa cheminée ou son insert ou changer le mode. Elle s'est toujours chauffée au bois, elle a toujours vécu dans sa maison, de dire nous on sait ce qu'il vous faut, on va vous mettre en EHPAD. Je vous rappelle que la durée moyenne de séjour en EHPAD, c'est 18 mois. Donc quand vous rentrez en EHPAD, alors on y rentre plus âgé avec des risques de maladies supplémentaires, mais il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome de glissement, c'est que quand on se retrouve en EHPAD, on se laisse mourir. Alors,
Vous retrouverez, je ne vais pas détailler parce qu'on m'avait demandé de faire les procédures pour ouvrir les mesures, mais vous retrouverez, puis je mettrai en pièce jointe aussi, il y a un petit guide qui a été fait par mes collègues du CREAI Hauts-de-France qui simplifie comment on fait pour faire la demande, est-ce qu'il faut le certificat médical, etc. Donc ça, je vous le donnerai pour que vous puissiez l'avoir sous la main en permanence. Voilà, sachant que juste, qui peut faire la demande? La personne elle-même, le conjoint, les parents, la famille, les proches ou des tiers, par exemple les travailleurs sociaux. Et dans ce cas-là, c'est pas le travailleur social qui fait directement la demande, mais il fait un signalement au procureur de la République qui va saisir le juge, qui s'appelle depuis le 1er janvier 2020 le juge des contentieux de la protection. Donc c'est le nom le plus facile à retenir. Il siège au tribunal judiciaire, puisque le TGI, le tribunal de grande instance, et le tribunal d'instance ont fusionné, et désormais ça s'appelle le tribunal judiciaire. Et ce juge des contentieux de la protection, il exerce la mission de juge des tutelles. Alors, on aurait mieux fait de dire juge des majeurs protégés, hein, parce que le juge des tutelles, il n'est pas juge que des tutelles, il est aussi juge des curatelles, des sauvegardes de justice, etc. Donc c'est quand même pas très clair. Et le juge des contentieux de la protection, c'est pas forcément du contentieux. Le contentieux, c'est quand il y a un litige entre deux personnes. Vous, quand vous êtes le tuteur de votre enfant, il n'y a pas spécialement litige. Donc, bref. Mais il faudrait que je me fasse élire députée pour changer. Donc, pour le moment, je vais rester avec vous. Alors, le juge, il va choisir la mesure de protection la plus adaptée. C'est pas parce que vous avez demandé une curatelle qu'il va forcément décider d'une curatelle. Il peut décider d'une tutelle. Si vous demandez une curatelle renforcée, il peut décider d'une curatelle simple. Il peut juger une ou plusieurs personnes. On va y revenir. Il choisit soit une personne qui a été désignée par le majeur à protéger, soit une personne de la famille, priorité aux proches, et seulement si c'est pas possible que ce soit un proche, un professionnel, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, type UDAF ou sauvegarde. Le jugement, il va dire le rôle des tuteurs et des curateurs, des choses que le majeur peut continuer à faire seul, et la durée de la mesure, 5 ans la première fois, et en cas de renouvellement, 10 ans, voire 20 ans. Il peut y avoir des co-tuteurs et des co-curateurs. Il peut y avoir des tuteurs à la personne et des tuteurs au bien. Il peut y avoir des co-curateurs. J'ai fait une diapo. Je vais vous montrer tout ça. Il peut y avoir des tuteurs adjoints. Il peut y avoir des subrogés tuteurs et des curateurs ad hoc. Alors tout ça, ça fait beaucoup de mots bien compliqués. Mais il va y en avoir de plus en plus. Les co-tuteurs et les co-curateurs, ils vont pouvoir faire soit chacun leur mission, un à la personne, un au bien, soit ils sont, donc par exemple un frère et une sœur, ils sont co-curateurs et ils s'occupent tous les deux de la personne et des biens. Tuteur adjoint, il va être désigné spécifiquement pour certains actes. Si vous avez un banquier dans la famille ou si vous avez un médecin dans la famille, il peut être désigné uniquement pour accompagner le majeur protégé sur les décisions en matière de santé, sachant qu'il doit dire aux autres ce qu'il fait. Les subrogés tuteurs et curateurs, il va surveiller le boulot du tuteur ou du curateur. D'accord? Donc ça peut être une sœur qui est la curatrice et le subrogé curateur qui surveille le boulot qui est fait par le curateur. D'accord? Et là, vous allez me dire, oui, c'est un peu raide, mais voilà. Et il doit être informé pour les actes les plus graves qui est fait par le tuteur ou le curateur. Le tuteur ad hoc ou le curateur ad hoc, il peut être désigné pour des actes particuliers quand les intérêts du majeur sont en opposition avec ceux du curateur. Par exemple, la vente de la maison des parents, c'est la sœur qui est la curatrice. On va dire, la sœur, elle est peut-être la sœur curatrice, est peut-être pas la mieux à même de décider de la vente de la maison parce qu'elle est à la fois la curatrice et la propriétaire de la moitié de la maison. Donc, à ce moment-là, on va désigner quelqu'un qui va être là uniquement pour la vente de la maison et après, la curatrice, une fois que la maison sera revendue, elle redeviendra curatrice normale.
Je regarde le... quelle que soit la mesure, toutes les mesures visent à protéger la personne. Ça, je le dis souvent quand je fais les formations auprès des majeurs protégés. Une mesure de protection, c'est pas une sanction et c'est pas une prison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une mesure de protection parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, et c'est pas une prison dans le sens qu'on peut toujours faire bouger les choses, même avant d'attendre les 5, 10 ou 20 ans. S'il y a quelque chose qui marche pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On peut soit aller voir le mandataire judiciaire. Si c'est un service, on va voir la chef de service ou le directeur du service de mandataire. Et si ça va toujours pas, on peut saisir le magistrat. Le mandataire, c'est pas le chef. Le chef, c'est le juge, d'accord? Donc c'est important de se dire qu'on peut toujours faire bouger les choses, même avant la fin de la mesure. Alors après, je leur dis, il faut pas écrire au juge tous les 4 matins. Parce que si vous écrivez au juge pour dire j'ai demandé 50 €, elle a pas voulu me les donner pour que j'achète ma carte de pêche, le juge il va vous dire on écrit quand on a vraiment des choses précises à lui demander sur le droit qui serait mal appliqué, sur le non-respect des droits. Par exemple, il y a pas longtemps, j'avais une jeune fille qui me disait qu'elle avait une mandataire individuelle. Je l'ai pas dit, mais vous pouvez avoir des mandataires, des services de mandataires judiciaires. Donc, il y a un chef de service, un directeur, où vous pouvez avoir des mandataires individuels qui exercent tout seuls. L'inconvénient des mandataires, ils peuvent être très bien, mais ils sont tout seuls. Donc, le risque, c'est qu'il n'y a pas de chef au-dessus, quoi. Et cette mandataire individuelle, elle refusait de donner à la majeure protégée des relevés bancaires. Elle ne savait pas combien elle avait sur ses comptes. Elle refusait de lui dire combien elle avait sur ses comptes épargne, etc. Et elle refusait qu'elle déménage en lui disant « t'as pas les moyens », mais elle lui disait pas combien elle avait d'argent. Donc là, c'est des raisons claires d'atteinte au droit où on peut saisir le magistrat. Le majeur protégé, il garde la maîtrise de sa vie courante pour tous les actes qui nécessitent pas de signature dans la mesure de ses moyens. Aller faire ses courses, aller au restaurant, etc. Alors, les majeurs protégés, ils ont ce qu'on appelle de l'argent de vie. Pitié, pas de l'argent de poche, quoi. C'est plus des enfants, hein. Ils sont adultes, ils ont de l'argent de vie. Leur argent de vie, ça va être 30, 40, 50 €. Ils le dépensent comme ils veulent. Ils n'ont pas à justifier le montant des dépenses. Souvent, quand vous êtes passé devant le juge, le magistrat, il va vous dire « je veux des justificatifs », par exemple pour les sommes supérieures à 300, 400 ou 500 €. Pour le reste, ils s'en fichent. Et ça, c'est vraiment, et je le dis aussi pour les établissements, pas que pour les parents qui exercent les mesures de protection, le nombre d'établissements où on consigne toutes les notes de Carrefour Market, faut arrêter. Ils achètent ce qu'ils veulent. Parce que le Carrefour Market, déjà, on contrôle ce qu'ils mangent, mais si en plus ils ont envie de s'acheter des choses intimes, des préservatifs, des sextoys, etc., ils n'ont pas à justifier de ce qu'ils ont dépensé. C'est leur vie privée, ils font ce qu'ils veulent. La personne majeure, le majeur protégé, il reste libre de ses choix personnels et de la manière de gérer sa vie, ses fréquentations, ses activités. C'est pas le curateur qui va choisir le petit copain, la petite copine, est-ce qu'il y a des relations sexuelles ou pas. Moi, je dis toujours, la seule limite en matière de relations sexuelles, c'est le consentement. C'est est-ce que l'autre est d'accord? Tout le reste. Alors après, il y a aussi évidemment les autres infractions en matière sexuelle. Faut pas faire ça dans la rue, faut pas faire ça dans un lieu public, dans le foyer, on fait pas ça dans les parties communes, etc. Mais là, ça va être le respect de l'intimité, le fait de ne pas y avoir d'exhibition sexuelle. Mais après, si la personne veut avoir des relations sexuelles, mesure de protection ou pas mesure de protection, si c'est librement consenti, la loi, elle n'empêche pas du tout les majeurs protégés d'avoir des relations sexuelles. Et donc, les mesures de protection, elles n'ont pas pour objet de contrôler le mode de vie ou la moralité de la personne protégée. Et la protection, elle ne va pas répondre à des problématiques de santé, d'hygiène, des conduites addictives, etc. Quand on me dit « oui, mais monsieur machin, il habite à domicile et il se lave pas », c'est pas le mandataire de l'UDAF qui va les faire prendre des douches aux majeurs qui se lavent pas. Ça va être éventuellement le SAVS qui va faire un accompagnement, etc. Mais c'est pas le mandataire qui va faire ce travail-là. Alors, tutelle ou curatelle? Tutelle ou curatelle? La curatelle, je vous l'ai déjà dit, c'est une mesure d'assistance à différents degrés, simple ou renforcée, pour les personnes qui ont besoin d'être aidées pour les actes les plus importants. La tutelle, c'est une mesure de représentation
Donc on va agir pour la personne, pour les personnes qui ont des facultés, une altération de leurs facultés mentales ou corporelles qui fait qu'elles doivent être représentées de façon continue dans les actes de la vie civile. Mais attention, tous les régimes peuvent être aménagés. J'entends maintenant de plus en plus parler de curatelle aménagée, mais en fait la curatelle aménagée, ça va être une curatelle simple ou renforcée, aménagée avec des choses qu'on peut faire en plus. La tutelle, elle peut aussi être aménagée. Par exemple, pour une personne âgée, j'ai déjà vu des juges qui laissent à la personne la possession de son chéquier. Parce que pour la personne âgée, d'avoir son chéquier, c'est un point rassurant pour elle. Elle a besoin. Donc en fait, le juge, il y a les règles de base du Code civil. Le juge, il met ce qu'il veut en plus ou en moins. Donc, il faut bien lire le jugement. Alors, souvent, les jugements, ils sont imbuvables, je vous rassure tout de suite. Donc, d'où l'intérêt de se faire accompagner par un juriste ou d'aller voir le chef de service de l'établissement, etc. Mais vraiment, et moi, je dis souvent aux majeurs protégés, alors quand je fais des formations de 2 jours, le deuxième jour, je leur demande d'amener leur jugement s'ils le souhaitent. Et du coup, on regarde ce qu'il y a dedans, parce que souvent, ils n'ont pas vu du tout la durée de la mesure, etc. Donc ça, c'est vraiment important de bien lire son jugement. Alors, la curatelle. Donc, vous avez bien compris qu'il y a curatelle simple et curatelle renforcée. Sachant que je ne l'ai pas dit, les dernières statistiques du ministère de la Justice, on est à peu près à 55% de tutelle, 43% de curatelle et 2% de sauvegarde de justice. Et dans les curatelles, c'est 80% de curatelle renforcée, seulement 20% de curatelle simple. Donc c'est quand même, les curatelles simples, c'est très à la marge. Dans la curatelle simple, le majeur protégé, il fait seul les actes, une belle faute d'orthographe, il fait seul les actes de gestion courante, c'est ce qu'on appelle les actes d'administration. Elle paye ses factures, elle jette son compte bancaire, elle fait les travaux d'entretien. Et les actes de disposition, elle va les faire avec le curateur. Donc, ça va être pour les choses les plus importantes, la vente d'un bien immobilier, les achats d'une certaine valeur, etc. Par exemple, en curatelle simple, le majeur protégé signe seul son bail. D'accord ? Donc, ce qui est quand même un acte qui l'engage. La curatelle renforcée. Alors, c'est sûrement une des mesures les plus courantes dans ce que vous exercez. Curatelle renforcée, c'est le curateur qui perçoit les revenus du majeur protégé et c'est lui qui paye les factures. D'accord ? Mais, et là je vous ai mis l'article du Code civil, donc je reprends, il paye les factures, il donne l'argent de vie au majeur, par exemple 50 € par semaine. Mais le Code civil, pas moi, le Code civil dit donc le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle renforcée sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers. Et il doit déposer l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verser en liquide entre ses mains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le majeur, il est chez lui, il a ses 1200 €, la paye de l'ESAT, la hache, les APL, 1400. Une fois qu'on a payé les factures, qu'il a eu son argent, donc les factures, on va dire 600 €, l'argent de vie 400, il reste 400 € à la fin du mois. On peut décider de placer sur son épargne handicap ou sur son livret de développement durable. On décide avec le majeur protégé et le reste, on doit le mettre sur un compte mis à disposition du majeur. C'est-à-dire que cet argent mis à disposition, il en fait ce qu'il en veut. Et pour ce compte mis... Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est bien la loi. Et ce compte mis à disposition, le mieux, parce que c'est quand même mieux que le verser entre ses mains en liquide, c'est les majeurs protégés aujourd'hui devraient tous avoir des cartes de paiement à autorisation systématique. Pour le moment, il y en a beaucoup qui ont des cartes de retrait. Sauf que les cartes de retrait, on va chercher de l'argent liquide. Alors, après, je remettrai un bémol après. Carte de retrait, il faut aller chercher de l'argent. L'argent, ça se perd, etc. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une jeune fille qui m'a montré son jugement. Elle me dit, moi, j'avais 400 € par mois. Elle était chez elle avec un SAVS et un ESAT.
Il dit, ça m'insécurisait, j'avais toujours peur de les perdre, et du coup, j'ai demandé au juge d'avoir une carte de paiement. Et en fait, elle était beaucoup plus rassurée par la carte de paiement, parce que la carte de paiement, si vous la perdez, vous la faites refaire à la banque, etc. Deuxième intérêt de la carte de paiement, alors ça s'est développé accessoirement pour les gens qui avaient des voitures, et les stations-service, il n'y a quasiment plus que du paiement avec carte de paiement. Et quand je disais ça il y a 15 ans, les mandataires ils me disaient « Oh, ils vont les perdre, ça va être la catastrophe ». Ils ont commencé avec les voitures et les stations-service et ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout la catastrophe. Donc on paye aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'argent dans votre porte-monnaie, mais aujourd'hui, surtout depuis le Covid, on paye tous sans contact. Donc voilà. Et dernier intérêt de la carte de paiement, c'est qu'on peut acheter sur Internet. Et, désolée de le dire de façon un peu cavalière, mais dans les établissements qui se trouvent souvent au fin fond de la campagne, avec des personnes qui ont des besoins particuliers en termes de taille de vêtements, en termes de trucs super précis, Internet, c'est quand même drôlement pratique. Sauf que du coup, il n'y a pas longtemps, je dis ça et la professionnelle me dit « Non, mais on le fait pour eux, on paye pour eux avec la carte du foyer. » D'accord, mais si le monsieur, il a envie de s'acheter des préservatifs ou que la jeune fille, elle a envie de se commander de la lingerie, elle n'a pas envie que l'éducateur sache ce qu'elle achète avec ses sous. C'est sa vie privée. Et ça, c'est vraiment le côté carte de paiement à autorisation systématique, c'est-à-dire que ça interroge à chaque fois, sachant que je ne l'ai pas dit, mais sous protection, on ne peut pas être à découvert sur son compte bancaire. Donc là, ça va interroger à chaque fois la banque pour savoir est-ce qu'il y a des sous sur le compte ou pas. Et ça, vraiment, la question de la carte de paiement, elle est fondamentale pour les personnes qui sont chez elles, mais aussi, il n'y a pas longtemps, on en a échangé avec la chef de service d'un femme, où c'était l'établissement qui avait des petites pochettes avec les sous des uns des autres et tout. C'est une usine à gaz, c'est compliqué, c'est des cartes de paiement pour tout le monde. Pour les petites sommes, on fait du sans contact. S'ils vont en sortie, qu'ils veulent manger une gaufre, ils payent avec l'éducateur paye avec les cartes des uns et des autres et on arrête l'usine à gaz, des ordres de mission, des machins, des trucs. Donc voilà. Et vraiment, le côté sécurité de autorisation systématique. Donc, ils ne vont pas se retrouver avec des découvertes pas possibles. Je mets un bémol à tout ce que je viens de dire, puis après, je vous laisse la parole. À chaque fois, dans les formations, il y a des personnes qui me disent « Mais moi, ça me fait flipper, les cartes. » Eh bien, alors, pas de carte. Si la personne ne veut pas de carte, je ne force pas les gens à avoir des cartes de paiement. Mais c'est quand même, si elles le souhaitent, elles doivent pouvoir y accéder. Et aujourd'hui, les juges, à chaque fois qu'on demande d'avoir une carte de paiement, les juges, ils disent oui. Donc ça, c'est quand même, voilà. Et il y avait une question. Oui, moi je posais la question parce que vous dites, il faut toujours demander l'avis du majeur. En cas d'enfants non-verbaux et avec handicap sévère, comment ça se passe Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y a quand même des moyens de communication qui existent. Autre que la communication verbale. Alors, dans les cas les plus extrêmes, oui, puisque on va le voir dans un instant, il faut que la personne soit apte à donner son consentement. Donc, si la personne n'est pas apte à donner son consentement, mais là, on va pas être sur de la curatelle, on va être sur des mesures de tutelle. Pour les personnes polyhandicapées qui ne peuvent pas s'exprimer du tout avec une déficience sévère, là, on va être sur de la tutelle. Moi, je vous parle des personnes qui sont les travailleurs des AT, foyer de vie, foyer d'hébergement, SAVS, etc. Masse femme, polyhandicap, déficience sévère, là, c'est une tutelle et c'est le tuteur qui va prendre les décisions pour le majeur. Alors, juste le curateur, mais ça, je pense que vous le savez tous, il doit rendre un compte annuel de gestion pour dire comment il a géré l'argent du majeur protégé. Sachant que le mieux quand même, c'est pas obligatoire, mais c'est que le majeur protégé, sauf les cas où les personnes sont les plus déficientes, elles aient accès à leur compte, à leur relevé de compte mensuel. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai vu hier, j'étais avec des majeurs protégés, la moitié avait de moins de 25 ans, et ils me disent pourquoi je peux pas avoir mon compte sur mon téléphone, quoi. Sachant que le compte sur le téléphone, on peut l'avoir en lecture seule. Donc on n'est pas obligé, parce qu'après on me dit oui, mais ils vont tripoter les comptes. Non, mais c'est pour qu'ils voient combien il leur reste sur leur compte bancaire. Toujours en adaptant en fonction de la personne. La tutelle, donc... Le tuteur, il va accomplir seul les actes d'administration, donc les loyers, les factures, la gestion courante. Par contre, pour les actes les plus importants, achat ou vente d'un bien immobilier, les achats d'une certaine valeur, etc., c'est ce qu'on appelle les actes de disposition. Et là, il faut l'accord du juge,
sauf si le juge a autorisé la personne à faire seule des actes ou qu'elle a dit, je sais pas, que le majeur, il pourra, sous tutelle, il pourra avoir une carte de paiement, parce que c'est aussi possible, sous tutelle, d'avoir une carte de paiement, si le juge a dit que c'était possible. Sachant qu'il y a une loi qui est sortie en 2019 qui supprime les autorisations préalables d'un juge pour tout un tas de choses, notamment les placements de fonds. Et là, sans mettre le montant, donc ça c'est quand même un peu délicat, c'est que quel que soit le placement, on peut le faire sans l'accord du juge, c'est le tuteur qui fait seul. L'acceptation de succession quand les actifs sont supérieurs aux passifs, donc c'est ce qu'on appelle les successions bénéficiaires, les souscriptions d'un contrat obsèque, etc. Donc ça, c'est le tuteur qui va faire ça tout seul. Pour résumer, le mandataire ou le tuteur ou curateur familial, il va, dans le cas de la curatelle, assister la personne protégée en l'informant, la conseillant et en l'aidant à prendre des décisions. Et dans le cas de la tutelle, il représente la personne, mais certes, il fait au nom de la personne, mais il doit l'informer, l'associer en fonction de ses capacités, dans le respect de ses choix. Donc, pour répondre à votre question, c'est en fonction de ses capacités. Donc, effectivement, si elle est... voilà, c'est que ça dépend quand même des capacités des majeurs. Et l'habilitation familiale. Alors, l'habilitation familiale, en Saône-et-Loire, c'est un des départements où il y en a le plus, parce que dès le départ, les magistrats de Saône-et-Loire s'en sont saisis. Ça a été créé en 2015, au départ, pour les majeurs hors d'état de manifester leur volonté. Donc, ceux qui ne peuvent pas du tout s'exprimer. Plus souple que la tutelle ou la curatelle, elle permet à un proche du majeur de le représenter. En principe, l'habilitation familiale, elle s'adresse aux familles où il n'y a pas de conflit, où on est tous d'accord. D'accord ? Donc, on se met d'accord pour savoir qui représente la famille. Le juge va regarder qu'il y a bien accord familial, il ouvre l'habilitation, mais après, il ne surveille plus l'exercice de l'habilitation. Et là, je mets tout de suite un bémol, c'était pour les majeurs hors d'état de manifester leur volonté, donc les plus vulnérables des plus vulnérables. Si je prends une grand-mère avec Alzheimer, en EHPAD, dans une unité spécialisée, si toute la famille s'est mise d'accord pour dépouiller la grand-mère, il n'y a personne qui contrôle. Alors, je ne veux pas dire que toutes les familles veulent dépouiller les grands-mères, mais quand même, moi j'étais pas la seule, quand les dispositifs sont sortis, on parle quand même des plus vulnérables parmi les plus vulnérables, et on dit on peut saisir le juge pour faire un rapport d'incident. Mais on parle d'une personne qui est hors d'état de manifester sa volonté. Donc, c'est quand même compliqué. Ça a été revu en 2019, et en 2019, on dit que les établissements peuvent saisir le juge d'un rapport de difficulté. Et donc là, ça va être à vous, masse ou femme, ou de dire, là, on pense qu'il y a des choses qui se passent, voilà, il faudrait aller y voir de plus près. Mais dans le cas des habilitations familiales, si personne ne saisit le juge d'un rapport de difficulté, le juge, il ne s'occupe plus du tout de la mesure. Donc ça, c'est quand même, s'il y a une bonne entente familiale, etc., et je vois les gens qui sont dans la salle, je suppose, c'est que vous êtes très attentifs aux droits de vos enfants ou de vos frères et sœurs en situation de handicap. Mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Moi, je vois dans des départements très ruraux, où il n'y a pas beaucoup d'emplois, où il y a une famille qui vit sur la paye du travailleur des ZAD, quoi. Parce que tout le monde est... Donc c'est quand même une réalité qui est un peu crue à dire, mais qui est quand même aussi une réalité d'un certain nombre de familles. La loi de 2019, elle va plus loin que la loi de 2015. Déjà, elle dit que c'est possible pour toutes les personnes qui pourraient avoir une tutelle, une curatelle ou une sauvegarde de justice. Et elle crée 2 types d'habilitation familiale, une habilitation représentation et une habilitation assistance. Habilitation représentation, c'est à peu près la même chose que la tutelle. L'habilitation assistance, c'est à peu près la même chose que la curatelle. Et on peut avoir une habilitation familiale pour certains actes, c'est à peu près la même chose que la sauvegarde de justice. Donc en fait, c'est pareil pour les habilitations, et on peut avoir au bien à la personne ou habilitation familiale générale. Générale, ça veut dire les biens plus la personne. Donc il faut encore une fois bien lire la décision de justice.
Je l'ai déjà dit, donc l'élargissement de la possibilité de saisir le juge, donc là, notamment par les professionnels, et la création d'une passerelle entre les mesures de protection judiciaire et l'habilitation familiale. Vous pouvez saisir le juge d'une habilitation familiale et qui dise « moi je pense qu'il faut une curatelle ou une tutelle ». Et à l'inverse, vous pouvez le saisir d'une curatelle et dire « en fait, je vois que la famille, il y a une bonne entente dans la famille, une habilitation familiale suffirait ». Pourquoi il y en a eu beaucoup en Saône-et-Loire? On va appeler un chat, mais pas que en Saône-et-Loire, dans plein de départements. C'est que quand la loi de 2007 est sortie, avant 2007, les mesures de protection, c'était des CDI, c'est-à-dire que ça allait, il n'y avait pas de date. 2007, on dit c'est renouvelable tous les 5 ans, sauf si l'état de santé n'est pas susceptible de s'améliorer. Et là, tous les juges, il y a à peu près 800 000 mesures en France, tous les juges des tutelles ont dû revoir les 800 000 mesures en 5 ans, et là, ils ont dit c'est fini. Et ils sont mis à mettre des durées de mesures de 10, 20, 30 ans. Voire, j'en ai vu jusqu'à la mort, vous imaginez. 2017, on dit ça, c'est plus possible, c'est 5 ans la première fois, 10 ans et exceptionnellement 20 ans. Sauf que là, les magistrats disent revoir les mesures régulièrement. L'habilitation familiale, ça leur fait du boulot en moins. Parce qu'une fois qu'ils ont ouvert l'habilitation, ils ne revoient plus les personnes. Donc, il y a des juges qui se sont dit, ça va nous dégager du temps de mettre des habilitations familiales. Ça peut être aussi, je suis sûre qu'il y a des habilitations familiales qui sont exercées dans la salle, c'est moins compliqué, il n'y a pas le compte annuel à faire, etc. Donc, c'est aussi facilitant pour les familles. Mais l'intérêt, c'est quand même à condition que la famille s'entende bien et que du coup, on puisse interpeller la personne qui exerce l'habilitation quand on pense que la personne, elle n'a pas l'argent dont elle a besoin pour ses produits d'hygiène, pour ses vêtements, etc. Et alors, là, on était beaucoup sur les sous quand même. Les juristes, ils sont très sur les sous. Dans le Code civil, il y a quand même beaucoup de trucs sur les sous. Il y a quand même des dispositions qui concernent la personne, sachant que, quelle que soit la mesure, tout individu a des droits fondamentaux attachés à sa personne et que le majeur protégé, il conserve ses droits fondamentaux et ses libertés individuelles. Par exemple, le droit à l'intimité, le droit au respect de la vie privée, le droit de disposer de son image, le respect de son corps et la liberté d'en disposer, le droit au secret des correspondances, la liberté d'aller et venir, le droit de choisir son lieu de résidence, etc. Et ça, c'est important de dire que ça, c'est des droits fondamentaux que la personne conserve et que c'est à elle de décider ce qu'elle veut sur son intimité, sur sa vie privée, etc. Par exemple, souvent dans les établissements, on dit on fait signer des obligations, alors des autorisations, le droit à l'image. C'est le droit à l'utilisation de l'image. Si la personne est apte à donner son consentement, même si elle a une tutelle, c'est à elle de le faire, c'est pas au tuteur. Savoir si elle veut être sur le site internet de l'association, c'est à elle de dire je suis d'accord ou pas, si elle est apte à donner son consentement. Ce qui ne va pas être le cas pour des personnes polyhandicapées avec déficience sévère. Alors, dans le Code civil, on dit il y a 2 sortes d'actes personnels. Les actes strictement personnels qui ne peuvent être faits dans tous les cas que par le majeur protégé, par exemple la déclaration de naissance d'un enfant, l'autorité parentale relative à la personne de l'enfant. Donc, l'autorité parentale relative au bien de l'enfant, le majeur protégé ne pourra pas l'exercer, mais le choix du prénom de l'enfant, de la religion, etc., l'école, etc., c'est bien le majeur protégé qui prend lui-même les décisions. Lorsque son état le permet, la personne va prendre seule les décisions relatives à sa personne. Lorsque son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir l'assistance ou la protection de la personne. En cas de désaccord, c'est le juge qui va trancher. C'est-à-dire que la question souvent c'était de dire « mais si le tuteur ou le curateur n'est pas d'accord avec le majeur protégé, c'était le tuteur qui avait le dernier mot. » Désormais, et ça date de 2020, en cas de désaccord, c'est le juge, y compris, on va le voir, pour les questions relatives à la santé. Jusqu'en 2020, sur les décisions relatives à la santé, c'est le tuteur qui avait le dernier mot. Désormais, ça n'est plus le cas. En cas de danger, la personne chargée de la protection prend les mesures strictement nécessaires pour y mettre fin. Donc c'est le « en cas de danger ». Donc il faut, si je reprends l'exemple de ma grand-mère qui est dans sa maison avec son poêle à bois,
est-ce qu'elle se met en danger parce qu'elle elle charge trop son poêle et que du coup elle a mis le feu, parce qu'elle fait pas l'entretien des tuyaux, etc. Mais s'il n'y a pas de danger grave et imminent, on va pas pouvoir la forcer à partir en EHPAD. La vie privée et civique. Alors, petit retour en arrière, c'est sur la question ce que vous disiez sur le droit de vote. Avant 2007, les majeurs perdaient leur droit de vote, sauf si le juge marquait dans le jugement « Monsieur Machin garde son droit de vote ». 2007, les majeurs sous curatelle conservent, quoi qu'il arrive, leur droit de vote. Pour les majeurs sous tutelle, le principe, s'il n'y a rien de marqué dans le jugement, c'est que les gens gardent leur droit de vote, sauf si le juge dit « Monsieur Machin ne pourra plus aller voter ». D'accord ? Sauf qu'on s'est rendu compte que dans 80% des cas, les médecins cochaient la case « Monsieur Machin ne peut pas aller voter ». Moi, j'ai vu au début du premier quinquennat de Macron un médecin qui demandait à un majeur protégé le nom du Premier ministre. Édouard Philippe, personne ne le connaissait. Personne. Donc vous auriez demandé dans la rue et il lui a dit « Ah ben vous ne savez pas le nom du Premier ministre, eh ben vous perdez votre droit de vote ». Donc après on a eu le Covid, on n'a pas arrêté de le voir, donc on a retenu son nom. Mais au début, on ne savait pas qui c'était. Hein. Bref, donc vous voyez que... Et 2019, on dit c'est plus possible. C'est plus possible de perdre son droit de vote, y compris quand on est sous tutelle. Et c'est pas possible, ça peut pas être le tuteur qui va voter pour le majeur protégé avec une procuration. Vous imaginez, voilà, parce que la question c'était de dire, vous imaginez les mandataires judiciaires qui récupèrent 30 procurations et qui vont voter pour... donc ça, c'est pas possible. C'est soit elle peut voter, soit elle peut pas voter. Mais, et sachant que pour voter, hein, vous avez fait tout un travail là-dessus, c'est possible de se faire accompagner, y compris dans l'isoloir, pour aider la personne à mettre le bulletin dans l'enveloppe, etc. Le mariage, il n'y a plus besoin de l'autorisation du protecteur. Alors avant, pour la curatelle, il fallait l'autorisation du curateur et pour la tutelle, il fallait l'autorisation du juge. Désormais, on peut se marier librement, mais par contre, le tuteur ou le curateur peut s'opposer au mariage, c'est-à-dire saisir le juge pour dire « je pense que celui que va épouser mon majeur protégé veut lui piquer ses sous ». D'accord ? Mais on peut pas, il n'y a pas besoin de l'accord de la personne. Le PACS, c'est possible de se paxer avec l'assistance de son curateur pour la convention de PACS ou son tuteur, mais par contre, c'est bien le majeur lui-même qui va aller à la mairie, comme pour le mariage, c'est le majeur qui dira oui, et c'est pas le tuteur ou le curateur, pareil pour le PACS. Le divorce, c'est nouveau. Avant 2019, on ne pouvait divorcer que pour faute, ou que pour rupture irrémédiable du lien conjugal. Désormais, on peut divorcer sur demande acceptée par l'autre. Donc, c'est plus souple comme possibilité de divorcer. Et l'autorité parentale, je l'ai déjà dit, on conserve l'autorité parentale sur la personne de l'enfant, mais pas sur ses biens. La santé, c'est une vraie question. En curatelle, c'est pas le curateur qui décide à la place du majeur protégé. Il peut accompagner le majeur protégé, il peut le conseiller si le majeur le souhaite. Et le médecin n'a pas à donner d'informations au curateur, sauf si le majeur lui demande de le faire. C'est possible que le curateur soit désigné personne de confiance, d'accord ? Mais ça peut être deux personnes différentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un curateur UDAF et la personne de confiance santé qui sera la sœur ou la mère, etc. Le majeur sous curatelle a un libre accès à son dossier médical. Par contre, et là c'est une incongruité du droit français, les majeurs sous mesure de protection n'ont pas le droit de donner leur sang. Donc ça, c'est quand même un truc... S'il y a des médicaments, oui, mais pourquoi on ne peut pas donner son sang ? C'est vraiment... Bon, après, je vous rappelle que ça fait seulement 3 ans que les personnes homosexuelles peuvent donner leur sang en France. Hein, donc on n'est quand même pas hyper en avance là-dessus. Mais elle peut donner ses organes après sa mort. Donc c'est quand même... Bref. Sous tutelle. Alors là, ça a changé depuis 2020.
Alors, pas de bol, l'ordonnance, elle est sortie le 11 mars 2020. Et si vous vous souvenez, mars 2020, c'était un peu agité. Voilà. Donc, du coup, personne n'a vu passer cette ordonnance. Mais elle dit, avant, on disait que le recueil du consentement du majeur devait être recherché. Aujourd'hui, on dit qu'il doit être obtenu. C'est-à-dire que si la personne est apte à donner son libre consentement, à exprimer sa volonté, c'est elle qui dit « je suis d'accord pour l'opération ». Alors, sauf cas d'urgence. Ah, mais ça, c'est comme pour tout le monde. Si vous arrivez dans le coma à l'hôpital, on ne va pas attendre que vous vous réveillez pour... Mais ça, c'est vraiment important. Et il y a un vrai travail à faire auprès des médecins. Ce que je l'ai dit tout à l'heure, curatelle, c'est la personne qui choisit. Les médecins, ils ne connaissent pas du tout la différence entre curatelle et tutelle, hein. Pour eux, c'est mesure de protection. Donc on disait, c'est qui le représentant légal? Et la loi de 2020, elle a tout changé, tous les codes de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles et le code civil. On a supprimé le terme de représentation légale et désormais on dit la personne chargée de l'assistance ou de la représentation pour bien distinguer, pour plus avoir un espèce de gros gloubi-boulga où on avait représentant légal que ce soit tutelle ou curatelle. Parce que c'est pas pareil. Mais ce qui n'empêche que les médecins, ils disent à chaque fois, il me faut la signature du tuteur. Et bien là, c'est vraiment important de leur dire non. Donc il y a un travail à faire avec l'ordre des médecins là-dessus. Dans certaines régions, ils l'ont fait. Moi, j'ai préconisé à l'ARS que ce soit fait largement aussi sur la région, qu'il y a un truc où on dise, sous curatelle, c'est la personne qui décide, et sous tutelle, c'est uniquement si elle ne peut pas exprimer sa volonté. Et en cas de désaccord, on saisit le juge. Le patient, y compris sous tutelle, il a le droit de refuser des soins. Alors ça, c'est difficile à entendre, mais ce qui n'empêche que quand on a un cancer, on a le droit de dire « je ne veux pas de chimio ». Et c'est à la personne, si elle peut donner son consentement, si elle peut exprimer sa volonté, c'est à elle de le faire. Et c'est pareil, depuis 2020 seulement, jusqu'en 2020, il n'y a que le tuteur qui pouvait accéder au dossier médical. Désormais, l'un et l'autre peuvent y accéder. Je vous ai mis une petite définition du Gesto, qui est l'organisme qui regroupe tous les services de mandataires judiciaires. C'est un peu comme l'association des mandataires. Le Gesto, il dit l'accompagnement de la personne dans le cadre de la protection juridique vise principalement à consolider certains actes juridiques, à vérifier l'existence d'un consentement et la manifestation de ce dernier, à aider la personne à faire valoir ses droits fondamentaux. Je trouve que c'est important, c'est de dire le tuteur, il n'est pas là que pour la question des sous. Il est aussi là pour l'aider, l'accompagner et aussi faire valoir ses droits fondamentaux. Le contrôle des actions. Je regarde l'heure. C'est jusqu'à 30 ? Oui. Jusqu'en 2019, c'était le greffe du tribunal qui surveillait l'exercice des mesures de protection. Tout le monde, y compris la Cour des comptes, a dit que c'était du grand n'importe quoi et que suivant les tribunaux, c'était de 2 à 80% des dossiers et des comptes annuels qui étaient vérifiés. Et du coup, on a dit, désormais, normalement dans le compte annuel, la base, c'est qu'il y a toutes les opérations accomplies pour le compte ou avec le majeur protégé, plus tous les justificatifs, je l'ai dit, au-delà d'une certaine somme. Sauf que désormais, on dit s'il y a un subrogé tuteur ou un subrogé curateur, c'est lui qui contrôle les comptes. C'est plus le greffe du tribunal. S'il y a des co-tuteurs ou des co-curateurs, la signature de plusieurs co-tuteurs ou co-curateurs vaut approbation des comptes. Donc il n'y a plus contrôle du tribunal. Et c'est seulement en cas de difficulté qu'on pourra saisir le magistrat. Ça veut dire qu'en fait, et c'est pour ça que vous allez voir se développer les systèmes de co-tuteurs, co-curateurs et subrogés, c'est parce que comme ça, le juge n'a plus besoin de contrôler systématiquement les comptes. Et le pire, c'est que, alors, selon l'importance et la composition du patrimoine, donc si le majeur protégé a un patrimoine important, parce que vous aurez écouté Madame Krug et que du coup, il aura un gros patrimoine avec plein de sous, il faudra payer la personne qui contrôle les comptes. Donc, ça sera un expert comptable payé par le majeur protégé. Donc, ça, c'est quand même super. Et le pompon,
Quand il y a un seul curateur ou tuteur, normalement, il faut toujours faire un compte de gestion. Sauf qu'ils sont dispensés de les déposer. Donc vous les faites, mais vous les gardez chez vous. Donc voilà, donc vous devez les avoir en cas de contrôle, mais vous le gardez chez vous. Donc vous voyez déjà que c'est quand même pas terrible. Sauf si le juge décide qu'il faut qu'un professionnel le fasse, on ferait du majeur. J'en ai oublié c'est que... oui, dans tous les cas, même s'il y a des co-tuteurs, des co-curateurs, etc., le juge, il peut dispenser de compte de gestion si les revenus du majeur protégé sont modestes. Et là, ça veut dire AH, c'est modeste, hein. Donc on va dire, il n'y a plus besoin de faire de compte de gestion. Donc ça, c'est quand même, je trouve, moi, quelque chose... Alors je sais que c'est fastidieux, c'est compliqué pour vous, etc. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus... sauf si le juge ne l'a pas dit, vous continuez d'en faire, mais vous les gardez chez vous. Vous n'avez plus besoin de les envoyer au tribunal. Et si vous êtes repassé il n'y a pas longtemps devant le juge, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, le juge, il vous a dispensé de l'établissement d'un compte annuel de gestion. Et quand on est dispensé du compte annuel de gestion, normalement, en fin de mission, donc soit quand la mesure s'arrête, soit la personne décède, on va faire un récapitulatif, là, il n'y a plus besoin de rien faire. Donc ça veut dire que vous êtes dispensé de tout. Et ça, c'est quand même un vrai scandale parce que sauf s'il y a quelqu'un qui vient dire « je pense que le majeur, il est en train de se faire dépouiller par sa famille ou par le mandataire individuel », en fait, on disait qu'il n'y avait pas assez de contrôle, on a supprimé les contrôles en remplaçant ça par un autocontrôle entre membres de la famille. Donc ça, et on n'en a pas beaucoup parlé en 2019, mais c'est... voilà, c'est que je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous continuez à tenir vos comptes consciencieusement, etc., vous n'êtes plus obligés. Oui. Tant mieux. Tant mieux. Et vous êtes toute seule? Oui. Quasiment toutes les mesures que je vois qui s'ouvrent, il y a des co-curateurs ou des co-tuteurs ou des subrogés. Eh bien, écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais par contre, vous avez cette histoire de... Vous n'envoyez pas tout. Sur les sommes, les petites sommes, vous n'envoyez pas. Les factures, tout ça. Oui, vous envoyez juste le compte annuel de gestion. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une association de Nuit Saint-Georges et il y a beaucoup de familles qui m'ont dit que ça y est, ils étaient dispensés. Hein. Oui, c'est la Côte d'Or, c'est pas le. Mais vous voyez, on n'est pas très loin, hein, Nuit Saint-Georges. Ah. Mais bref. J'ai une question. Oui. Quand vous dites qu'il n'y a plus de il peut ne plus y avoir de contrôle de contrôle, le conseiller clientèle dans la banque, il a un devoir de signaler, j'imagine, quand il voit les comptes se vider. Ah, moi je suis pas banquier. Hein. Il voit quand même, ça se voit quand quelqu'un se fait vider son compte, non? Ou quand on fait des virements un peu toujours à la même personne. Ouais, là je suis. Vous êtes banquière? Oui. En plus du reste. Eh ben, donc, vous voyez, moi je suis pas banquière, je suis pas sûre que que le banquier surveille. Hein. Mais non. Enfin, vous pouvez pas matériellement, de toute façon. Matériellement, suivre tous les comptes. C'est que quand le compte passe débiteur qu'on est alerté. D'où l'importance quand même, je reviens sur cette histoire de rapport de difficulté, c'est que d'où l'importance d'alerter quand vous pensez qu'il y a un truc qui va pas, quoi, y compris pour les établissements, quoi. De dire quand on voit que la personne, impossible d'avoir de l'argent pour les vêtements, pour ceci, pour cela, voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce rapport de difficulté. Je sens que je vais me faire... contrôle de... Pardon ? Donne un papier justifiant ce qu'il a. On n'est pas obligé de leur donner ça. Oui. Ça, c'est obligatoire. Ça permet au juge de voir si c'est son argent. Mais si le juge vous a dispensé d'établir un compte de gestion,
Ben moi, je l'ai encore fait cette année. Vous êtes passé chez le juge il n'y a pas longtemps? Ben, je suis tutelle depuis plus de 20 ans. Oui. Disons que tous les ans, je fais ma gestion. Oui, oui, Et mais je est-ce que la mesure a été renouvelée il n'y a pas longtemps? Ben, je l'ai renouvelée il y a à peine un an. Bah écoutez, tant mieux qu'ils aient pas supprimé d'un seul coup tous les comptes. Vous avez lu vous avez lu le jugement? Ben, pas tout. Donc ça se trouve, vous êtes dispensé, vous le savez pas. Et puis c'est écrit, c'est incompréhensible, hein, je suis d'accord avec vous. Alors, je vais pas avoir le temps de vous parler du mandat de protection future. Vous l'aurez sur le PowerPoint. Hein. Donc, je l'ai dit quand même, vous choisissez un mandataire, vous pouvez changer à tout moment, vous pouvez faire soit chez le notaire, soit chez vous. Et le mandat, il s'impose au magistrat. C'est-à-dire que quand il y a un mandat de protection future, le juge des tutelles, il peut pas dire, bah non, je vais ouvrir une tutelle. Donc le mandat, donc c'est la volonté de la personne qui prévaut. Ce que je voulais vous montrer, c'était un site internet de nos collègues du CREAI Hauts-de-France, qui, vous voyez, il y a un espace usager. Donc c'est tout en facile à lire et à comprendre. Donc pour les majeurs protégés. Il y a un espace famille avec des explications claires, à jour, etc. Il y a un espace pour les professionnels, il y a un espace pour les mandataires. Après, l'espace pour les mandataires, c'est pour les mandataires de Hauts-de-France, mais tout le reste, c'est tout. C'est la même chose. La loi à Lille et à Châlons, hein, c'est la même. Hein. Donc, et vraiment, il est bien fait. Et alors, j'avais mis, parce qu'ils ont un numéro d'appel pour les familles, et là, je me suis fait la sauvegarde, m'a dit oui, mais nous on le fait. Donc ils ont un service qui s'appelle Information et soutien aux tuteurs familiaux. Effectivement, autant appeler les gens de la sauvegarde qui sont à votre disposition pour tout conseil en matière de. Donc ils avaient un stand hein, où vous trouverez leur prospectus et donc ils organisent des formations, etc. régulièrement. Mais du coup, je leur ai demandé à mes collègues quand même pour Hauts-de-France, je dis mais si c'est des gens de Bourgogne-Franche-Comté qui appellent, ils m'ont dit non mais on ne demande pas aux gens leur adresse quand on les renseigne par téléphone. Donc, Et je voulais aussi vous parler, je l'ai dit un peu rapidement, des formations qu'on fait en direct des majeurs protégés que je fais. Donc ça s'appelle tutelle curatelle, comment ça marche. Cette année, la DRET, donc l'État nous finançait 8 sessions sur la région avec une session par département. Et la session en Saône-et-Loire s'est remplie en 48 heures. Donc c'est des formations gratuites, ce qui n'empêche qu'il y a d'autres établissements qui me demandent, dans pas longtemps je vais le faire dans un ESAT de la mutualité avec que des gens de la mutualité. Donc sauf que là c'est plus gratuit quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt pour que les personnes soient actrices de leurs mesures, qu'elles comprennent. Alors c'est en pédagogie adaptée, en facile à lire et à comprendre, y compris pour les non-lecteurs. Enfin, pour que les personnes comprennent la mesure, c'est important aussi qu'elles soient formées. C'est important que les familles soient formés et informés, mais c'est important aussi que les majeurs eux-mêmes aient ce type de formation. Et il y a plusieurs cadres dans la salle qui m'ont dit on a voulu inscrire des gens, mais la session était déjà complète quand on a voulu... Et donc, pour conclure provisoirement, un petit dernier du Code civil qui dit la protection des majeurs est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Donc ça me paraît quand même fondamental de dire que le but des mesures de protection, c'est quand même de respecter la personne, ses libertés, ses droits et de favoriser son autonomie. Donc voilà, je me tais pile. Merci beaucoup. Alors, on a un petit peu de temps pour des questions-réponses. Oui, je vais vous demander de bien lever la main parce que je me suis fait rappeler à l'ordre pour la captation vidéo. On ne vous entend pas s'il n'y a pas de micro. Merci. Tout au début de votre intervention, vous nous avez dit que ce n'était pas la peine de prendre des photos, qu'on aurait le PowerPoint. Oui. Alors, comment on fait ? Eh ben, je vais l'envoyer
Alors là, c'est... Alors, j'ai récupéré l'ensemble des différents diaporamas qui ont été diffusés. Normalement, à l'entrée, vous avez dû donner votre adresse mail. Voilà. Donc, après, on se charge avec les papillons blancs Bourgogne du Sud de vous envoyer les différents éléments dont on vous a parlé aujourd'hui. Voilà. Alors, pas ce soir, par contre, peut-être, voilà. On a le droit de dormir quand même. Et de prendre l'apéro aussi. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Oui. devant. Pour pour le mandat de protection future, on va directement chez un notaire. Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Il y a des démarches avant le notaire ou directement chez le notaire? Non, parce que le mandat de protection future, c'est pour quand vous ne serez plus en état. Alors là, je me tourne vers Madame Krug, qui m'a dit qu'elle avait du mal à trouver des notaires qui fassent les mandats de protection future. Alors, elle est à Lyon, hein. Alors peut-être qu'en Saône-et-Loire, ils sont bien mieux, les notaires de Saône-et-Loire. Oui. La question, c'était qu'est-ce qu'on fait quand on va chez un notaire pour faire un mandat de protection future? Qu'est-ce qu'il faut amener comme document? Alors, le document, j'imagine l'état civil, enfin, si c'est votre notaire, il connaît déjà voilà, votre état civil, mais il faut arriver avec un projet, une personne que vous souhaitez désigner mandataire, et le notaire peut vous accompagner dans la rédaction du mandat. Donc, c'est simplement évoquer vos souhaits, comme le précisait Madame. Le mandataire va tenir compte de la protection de la personne et de son patrimoine. Vous pouvez avoir 2 mandataires différents. Donc, avoir une personne de confiance qui s'occupera de votre enfant à titre personnel sur son bien-être dans son foyer, ou aussi mettre des mesures très spécifiques, notamment si mon enfant ne peut pas rester dans tel foyer, je ne veux pas qu'il intègre telle structure, par exemple des hôpitaux psychiatriques, ce genre de choses, que ça on l'a vu. Donc ça, vous pouvez le préciser, même jusqu'à aller préciser sur des effets personnels. Je veux que ces effets personnels, que telle chose l'accompagne, quel que soit son foyer. Donc oui, ça peut être très précis. Et désigner un autre mandataire pour la gestion de son patrimoine. Vous pouvez aussi désigner une personne qui contrôlera le mandataire, un médecin de famille ou une personne, un ami proche. Donc les documents spécifiquement, je ne saurais pas vous répondre, mais le premier rendez-vous, il va être de déterminer quelles mesures vous voulez mettre en place et qui seraient les mandataires. Et, Ensuite, et oui. si c'est pour vous voulez mettre en place un mandat de protection future pour vous, c'est de réfléchir à qui vous souhaiteriez qu'il exerce et de demander à la personne si elle serait d'accord de le faire. Parce que si vous désignez quelqu'un, un de vos enfants ou votre meilleur ami, etc., et qui dit non, moi sûrement pas, donc vous voyez, le mandat de protection future, il s'impose au juge sous réserve que la personne que vous avez choisie veuille bien l'exercer. C'est-à-dire que le mandat doit être signé. Alors, en tous les cas, moi, je connais surtout le mandat de protection future pour autrui. On est amené à en rédiger pour nos clients, parce que les notaires, souvent, ne veulent pas faire. Mais le mandat doit être signé devant notaire, signature du notaire, des mandants, des mandataires. Tout le monde doit signer. Et à la mise en œuvre, c'est-à-dire au décès des mandants, eh bien, le notaire a la charge de surveiller que le mandat soit appliqué auprès du mandataire. Tous les ans. Voilà pourquoi on a du mal à trouver des notaires pour l'enregistrer, à ce jour en tous les cas. Merci. D'autres questions, d'autres interventions? Oui, par là-bas, au fond. Oui. Bonjour. Concernant nous, professionnels d'un foyer ou de maison d'accueil spécialisée, doit-on demander systématiquement l'accord du tuteur concernant le renouvellement de certains appareillages, même s'il n'y a pas de budget à fournir, si c'est remboursé? Est-ce qu'il faut un accord écrit ou est-ce qu'on doit lui en informer? Alors, avec des personnes qui ne peuvent pas exprimer leur volonté? Oui, par exemple. Dans l'absolu, je dirais oui, mais c'est vrai que
Je me rends pas bien compte de la question, parce que c'est la Sécu qui paye. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on doit leur en informer? S'il n'y a pas besoin de l'accord. Par exemple, pour notamment les mandataires de justice, est-ce qu'il faut quand même, à titre indicatif, leur indiquer ou Est-ce que pour la demande, il faut la signature, c'est mis... Non. Bon. Et Après, si par la exemple, famille... certaines familles demandent l'accord. Est-ce que Alors- doit-on respecter leur décision ou ça va au-delà des... Alors, sachant que j'ai parlé de la personne de confiance en matière de santé, donc celle que vous désignez quand vous allez à l'hôpital, depuis 2017, il existe une personne de confiance dans les établissements et services sociaux, médico-sociaux, qui va donc être, depuis 2017, donc qui doit être désigné à l'entrée en établissement, ou s'il est entré après 2017, après, et cette personne de confiance, c'est elle qui va assister, par exemple, si la personne le souhaite, parce que c'est elle qui la désigne, réunion de projet, etc., etc. Si c'est la personne de confiance et que, que le majeur souhaite qu'elle soit présente, oui, mais après, s'il n'y a pas de signature, pas de coût, etc., je vois pas forcément l'intérêt. Et que la famille s'oppose à l'appareillage de la personne, ben là, ça va être encore autre chose, parce que si c'est nuisible à la santé de la personne, ben on saisit le juge, quoi. Si par exemple, je dis, si elle veut pas payer le, enfin puis en plus c'est même pas à payer, donc je vois pas comment la famille pourrait s'opposer. Parce qu'ils sont pas forcément d'accord ou en accord avec la décision du médecin, etc. Et donc dans ces cas-là, comment on peut faire si nous, en tant que professionnels de santé, on pense, est-ce on respecte la décision médicale ou est-ce qu'il faut saisir pour moi, le en juge? cas de conflit, c'est le juge. D'accord, ok. Vaccins aussi. Pardon? Pour les vaccins, souvent on se pose la question des vaccins. Les personnes qui ne peuvent pas donner leur accord et qui doivent se faire vacciner par des vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais recommandés. Est-ce qu'il faut qu'on demande à la famille si oui ou non, alors qu'il n'y a pas de signature non plus? Donc est-ce qu'on vaccine les personnes sans l'accord de la famille? Ben, là, si je reviens au code civil, on dit si la personne n'est pas apte à donner son consentement, c'est au tuteur, s'il est tuteur à la personne, de le faire. Et donc, s'il s'oppose. Et s'il donne pas d'avis du tout? Pas d'avis? Ouais. S'il dit rien? Oui. C'est s'il s'oppose, mais s'il dit rien... On vaccine? Ben, non, mais on va appeler un chat pour le Covid. C'est que je suppose que pour un certain nombre d'établissements, c'était vaccin obligatoire pour rester dans l'établissement, quoi. Non? Enfin, donc, vous êtes quand même sur des publics en grande vulnérabilité d'un point de vue de la santé. On sait que le Covid sur les personnes lourdement handicapées sans les vaccins, c'était quand même... Enfin, vraiment, s'il y avait une opposition franche et moi je dirais le juge, mais bon, si vous commencez... je sais pas si vous avez des cas, si vous avez beaucoup de cas. Par exemple, pour les enfants, c'est les titulaires de l'autorité parentale qui décident, ça c'est clair. Pour les vaccins non obligatoires. Pour les vaccins obligatoires, c'est obligatoire, point. Il était recommandé. Le vaccin pour le Covid n'était pas obligatoire. Non, il n'était pas obligatoire. Enfin, moi, en tant que tutrice, on m'a demandé mon avis, mais on ne l'a pas imposé. Oui. Et si vous aviez refusé? Bah, il ne se serait rien passé de plus, puisque ce vaccin n'est pas obligatoire. Et alors, c'est la question de est-ce que la personne était apte à donner Non. son point de vue? Non. Donc, et dans l'établissement où est mon fils, il y a des gens qui n'ont pas été vaccinés. Le vaccin n'est pas obligatoire. Oui, mais j'entends. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Oui. Oula. Justement, pour y voir plus clair, parfois on est amené à faire des dossiers administratifs à l'entrée des personnes dans les établissements. Et on se posait la question, pour être bien clair, est-ce qu'on peut demander
au tuteur d'avoir vers nous le jugement, pouvoir le lire et savoir exactement ce que le tuteur peut faire ou pas faire, peut décider ou pas décider. Moi, dans tous les établissements où j'interviens, où il y a des mesures de protection, les établissements ont les jugements. Hein. Après, il n'y a pas d'éléments sur la vie privée. Enfin, voilà, pour que vous sachiez ce que vous pouvez faire ou pas, oui, effectivement. Enfin, ça me paraît que vous sachiez, que vous soyez au clair sur qui décide, quoi. C'est bon? Ok. D'autres questions, d'autres remarques, d'autres interventions? Profitez-en. Madame Dubois est encore là. Oh, oui. J'ai mis une petite dernière diapo pour que vous arriviez. C'était reconnaître les potentialités des personnes tout en tenant compte de leurs limites. Oui. Les informer de leurs droits et libertés de façon adaptée, les accompagner à exprimer et à comprendre les conséquences de leurs choix. Dans certaines situations, s'appuyer sur les proches dans le respect de la confidentialité des informations. Oui, la question. Moi, j'ai mon fils qui est très handicapé, hein, donc toutes les demandes d'autorisation pour des soins, pour l'accompagnement en fin de vie et tout, ça, on nous a donné un questionnaire à répondre et puis pouvoir, que s'il arrive quoi que ce soit, que les mesures soient prises en fonction de ce que nous avons décidé. Par contre, au niveau du don d'organes, le don d'organes, c'est pareil, c'est demander, savoir si on est d'accord ou non que cette personne handicapée donne ses organes. Bon, moi, j'ai eu, il y a des années de ça, un papier fait pour mon fils, justifiant comme quoi le don d'organes ou même une autopsie soit faite, sauf s'il y a crime, évidemment. Hein. S'il y a un crime, automatiquement, les autopsies, on ne s'occupe pas de ça. Hein. Mais au niveau du don d'organes et puis de... Moi, j'ai Alors, la faire un papier comme quoi c'est officiel. Et c'est vrai que les personnes, pour les dons d'organes et puis tout, ils ont le papier automatiquement. La législation pas fait. La législation a changé depuis pas tellement longtemps. Avant, il fallait faire un papier disant qu'on autorisait, qu'on acceptait de donner ses organes. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de papier, ça veut dire que vous êtes d'accord. Oui. Il faut avoir un papier refusant le don d'organes sur vous. Ça, on a inversé. Là, j'ai donné un papier refusant le don d'organes. Hein. D'accord. Donc, ça, c'est important de le faire parce que, bon, après, on peut faire n'importe quoi. Ou les gens qui sont derrière. C'est en fonction de vos convictions, mais vous pouvez aussi souhaiter donner vos organes. Moi, disons que moi, je suis pour les organes pour moi, mais pour mon fils, il n'a pas le pouvoir de décision. Donc, je ne vois pas l'intérêt de décider pour lui. Ouais. D'accord. Donc, je refuse qu'on fasse des choses comme ça, du moment qu'il ne peut pas lui-même décider. Après, c'est votre point de vue. Voilà, oui. Mais c'est important de le faire. Voilà. Merci. Dernière question, dernière intervention? Non. Eh bien, je vais laisser Madame Été clôturer. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Dubois. On peut l'applaudir.